Merci bien Edouard, et merci de cette invitation. Donc, bonjour à tous. Dans cette présentation, je voudrais vous donner une perspective sur les changements climatiques passés et leur impact sur le cycle du carbone. Ah. Je vais commencer par introduire les notions nécessaires liées au cycle du carbone et à la circulation océanique. Ensuite, je vous parlerai des événements de Heinrich et leur impact sur le climat et le cycle du carbone. Je finirai par montrer l'impact des vents d'ouest sur l'océan austral sur le cycle du carbone. Donc, comme vous l'avez déjà entendu ce matin, les carottes de glace de l'Antarctique, comme ici la carotte de glace d'Epica, nous donnent une estimation de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère dans le passé. Donc ici, nous voyons la concentration en dioxyde de carbone au cours des 800 000 dernières années. Et nous voyons les cycles glaciaires interglaciaires avec une concentration en dioxyde de carbone assez élevée pendant les périodes interglaciaires, comme par exemple ici. Alors, j'espère que vous pouvez voir ma souris. Pendant l'Holocène, donc la plus récente période interglaciaire, ou ici le dernier interglaciaire qui était il y a environ 125 000 ans. Donc pendant ces périodes interglaciaires, donc chaudes, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère était à peu près 280 ppm. Et ceci est à contraster avec les périodes glaciaires, donc les périodes froides, dans lesquelles le dioxyde de carbone était beaucoup plus faible, avec une concentration à peu près 180 ppm, comme par exemple ici au dernier maximum glaciaire qui était il y a 20 000 ans. Donc, cette variabilité naturelle du cycle du carbone est à contraster avec les événements plus récents. Et comme on vous en a déjà parlé ce matin, depuis la révolution industrielle, la concentration en dioxyde de carbone a augmenté énormément et rapidement pour atteindre, donc ici j'ai marqué les chiffres moyens de 2019, de 415 ppm, qui est nettement au-dessus de la variabilité naturelle que nous avons pu voir au cours du dernier million d'années. Alors, il faut aussi prendre en compte que même si la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère a augmenté énormément, cette augmentation a été atténuée par les processus naturels. Nous voyons ici un graphe qui montre l'évolution depuis l'année 1900 des émissions anthropiques de carbone. Donc, en orange, nous avons les émissions dues à la déforestation, et en gris, les émissions dues aux énergies fossiles et aux industries. Donc, vous pouvez voir une augmentation de ces émissions anthropiques depuis 1900. Et nous voyons aussi en violet ici l'accumulation de carbone dans l'atmosphère. Mais nous voyons qu'un quart de nos émissions anthropiques ont été en fait absorbées par la biosphère terrestre et un autre quart ont été absorbés par l'océan. Cela veut donc dire que si nous voulons avoir une bonne idée de la future concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, nous devons connaître le cycle du carbone naturel très bien et de manière très approfondie. Donc, ce schéma montre d'une façon très simplifiée les principaux réservoirs de carbone sur la Terre, et donc ceux qui peuvent échanger avec l'atmosphère de manière assez rapide et donc avoir un impact sur l'atmosphère de manière assez rapide, naturellement bien sûr. Cela ne prend pas en compte les énergies fossiles. Donc nous voyons que il y avait à peu près 600 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère pendant l'ère pré-industrielle, et nous sommes maintenant aujourd'hui plus proches des 900 gigatonnes de carbone. Ce qui est assez faible ou de la même taille que le carbone qui est dans la végétation, à peu près 650 gigatonnes, et les sols, à peu près, pas très profonds, à 2000 gigatonnes. Mais ce que nous voyons surtout, c'est que le plus grand réservoir de carbone sur la Terre sont les océans, avec à peu près plus de 38 000 gigatonnes de carbone.
Donc, dans l'atmosphère, le carbone est principalement sous forme de dioxyde de carbone et il se dissout dans l'océan. Et dans l'océan, vu le pH de l'océan qui est à peu près neutre, le dioxyde de carbone se dissocie en bicarbonate et carbonate. Alors, le flux de carbone entre l'océan et l'atmosphère va être une fonction de la différence de pression entre l'atmosphère et l'océan de surface, ce qui veut dire que si il y a la pression de dioxyde de carbone dans l'océan de surface est plus faible que celle de l'atmosphère, il y aura une absorption du dioxyde de carbone par l'océan. Et au contraire, si la pression en dioxyde de carbone dans l'océan est plus grande que celle de l'atmosphère, comme par exemple dans les zones de upwelling, que nous verrons plus tard, alors il y a un flux de carbone de l'océan vers l'atmosphère. Alors, pour la suite de cette présentation, je parlerai surtout de carbone inorganique dissous, et ce carbone inorganique dissous représente la somme de toutes les espèces de carbone dans l'océan. Donc, pour la suite, nous ne ferons pas de différence entre le bicarbonate ou le carbonate. Dans l'océan, ce carbone inorganique dissous est utilisé par le phytoplancton donc pour faire la photosynthèse et ceci donne du carbone organique. Lors de la photosynthèse, certaines espèces de plancton peuvent aussi former des coquilles de carbonate de calcium. Alors, une faible part de ce carbonate de calcium et de ce carbone organique finit dans les sédiments, mais la plupart du carbone organique se reminéralise en carbone inorganique dissous. Et une part du calcium de carbonate se dissout aussi pour repartir dans le carbone inorganique dissous. Alors, cette production primaire marine, donc la photosynthèse, ne se fait pas de manière homogène dans l'océan, mais se trouve principalement donc, dans les zones de upwelling, c'est-à-dire dans les zones où des eaux profondes reviennent à la surface et donc apportent beaucoup de nutriments et de carbone. Donc, comme par exemple dans l'océan austral ou dans la zone équatoriale Pacifique Est, même si ces zones sont un peu spéciales car tous les nutriments ne sont pas utilisés autant qu'ils le pourraient à cause d'autres limitations dues par exemple au fer. Alors, la production primaire marine engendre donc des gradients méridionaux et zonaux de carbone dans l'océan. Mais il y a aussi un effet qui est très important et que je voudrais vous introduire maintenant, c'est la circulation océanique globale, ou la circulation aussi thermohaline. J'ai mis aussi le terme anglais ici, qui est Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou AMOC. Donc, ceci est vraiment un graphe très simplifié de la circulation océanique globale, mais montre que la plupart des eaux profondes sont formées aujourd'hui dans la mer du Labrador et dans la mer de Norvège. Donc, pardon, j'ai oublié de dire que les traits orange montrent les courants marins de surface, alors que les bleus montrent les courants profonds. Donc, nous avons ici, dans la mer des Caraïbes, des eaux très salées qui sont transportées vers l'Atlantique Nord par le Gulf Stream. Et au cours de ce transport, les eaux perdent de la chaleur vers l'atmosphère. Quand elles arrivent dans la mer de Norvège, ces eaux sont très froides et très salées et donc très denses et donc plongent en profondeur et sont ensuite transportées à une profondeur d'à peu près 1500-2000 mètres vers le sud de l'Atlantique. Donc, nous appelons ces eaux profondes formées dans l'Atlantique les North Atlantic Deep Water. Mais ce ne sont pas les seules eaux profondes formées. Il y a aussi des eaux profondes formées sur la marge continentale antarctique, et celles-ci sont les Antarctic Bottom Water,
qui sont plus denses que les eaux profondes de l'Atlantique et donc permettent de ventiler vraiment les abysses de l'océan, particulièrement de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Alors, c'est donc la combinaison de cette circulation océanique globale et de la production primaire marine qui produit des gradients de carbone zonaux, méridionaux, mais aussi verticaux dans l'océan. Donc ici, nous avons une figure montrant la concentration en carbone inorganique dissous dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Donc nous avons la latitude ici et la profondeur. Ceci est de la base de données de GLODAP, donc c'est une base de données récente. Donc nous voyons très évidemment que la concentration en carbone inorganique dissous est assez faible à la surface et plus importante en profondeur. Nous voyons aussi que ici nous avons l'Atlantique Nord et donc la formation de ces eaux profondes de Nord-Atlantique, ici qui ensuite sont advectées vers le sud à une profondeur d'environ 2000 mètres et qui ont une concentration en carbone inorganique dissous aussi assez faible. Mais nous voyons que lors de leur transport vers l'Atlantique Sud, la concentration en carbone augmente, principalement due à la reminéralisation. Nous voyons aussi qu'ici, nous avons l'océan austral et la formation des eaux profondes antarctiques, les Antarctic Bottom Water, qui ont une concentration en carbone inorganique dissous plus importante que celle des North Atlantic Deep Water. Mais pareil, au cours de leur transport, particulièrement dans le Pacifique, nous voyons une augmentation du carbone inorganique dissous et nous voyons un maximum de carbone inorganique dissous à une profondeur intermédiaire dans le Pacifique Nord. Donc, ces eaux ici sont les eaux les plus âgées, celles qui ont été en contact avec l'atmosphère depuis le plus longtemps. Elles ont une concentration très élevée en nutriments et très élevée en carbone. Alors maintenant, si nous regardons juste rapidement aux projections sur le prochain siècle, ici nous avons plusieurs modèles qui ont été intégrés vers le siècle prochain en suivant un des scénarios qui est le RCP 8.5, un scénario avec des fortes émissions anthropiques de carbone. Mais nous voyons une projection de ralentissement de la circulation océanique globale, donc de la formation de ces eaux profondes dans l'Atlantique Nord de 30 à 50%, tout en prenant en compte que dans ces simulations, aucun changement de la calotte du Groenland n'a été pris en compte. Donc ce sont d'une certaine manière une estimation assez basse. Donc, il y a une projection de ralentissement de cette circulation océanique au cours du siècle prochain. Et la question que nous pouvons nous poser est quel serait l'impact sur le cycle du carbone de ces changements de circulation? Alors ici, nous allons prendre une direction un peu différente, mais nous n'allons pas directement regarder les projections, mais en fait, nous allons regarder dans le passé et poser la question que nous apprennent les événements passés. Parce que, comme je vais vous le montrer dans un instant, nous avons des exemples dans le passé où la circulation océanique a faibli énormément. Et donc, nous pouvons essayer d'apprendre quelle a été la réponse du cycle du carbone à ces événements passés. Alors, ici, nous avons un enregistrement du Groenland, de la composition isotopique en oxygène de la glace du Groenland sur la dernière période glaciaire. Donc, nous voyons les derniers 60 000 ans. Donc, ce delta 18O nous donne une estimation de la température au Groenland. Donc, nous voyons ici tout à droite la période pré-industrielle et l'Holocène, qui étaient des périodes assez chaudes au Groenland. Nous voyons aussi une augmentation de température pas linéaire, durant la dernière déglaciation.
Mais ce qui est assez impressionnant sur cette figure, ce sont ces variations abruptes que nous voyons durant la dernière période glaciaire. Donc nous avons une succession de refroidissements et de réchauffements abrupts au Groenland. Ces réchauffements euh, ont une amplitude d'environ 8 degrés Celsius et se trouvent juste en quelques décennies. Alors, cette variabilité est ce que nous appelons la variabilité de Danskar-Oeschke, et avec les événements les plus importants et les plus abrupts, les événements de Heinrich. Donc ici, par exemple, à peu près 40 000 ans, il y a l'événement de Heinrich IV, pendant lequel la température au Groenland était très froide et suivie ici d'une forte augmentation de la température après cela. Alors, ces événements de Heinrich ont été étudiés en profondeur pendant les 20 dernières années. Et donc, si nous nous mettons pendant la dernière période glaciaire, il y avait sur l'Amérique du Nord une énorme calotte de glace qui était la calotte Laurentide, qui est montrée ici sur le graphe du haut. Bien sûr, il y avait aussi une grosse calotte de glace sur la Scandinavie. Et donc, l'hypothèse est que cette calotte laurentide est devenue instable à certains moments et a relâché d'énormes quantités de glace, donc sous forme d'iceberg principalement, dans l'Atlantique Nord. Donc, nous avons des évidences de ces décharges d'iceberg dans l'Atlantique Nord dans les carottes marines. Donc, ici, les carottes marines, il y a dans ces carottes des couches très épaisses de ce qu'on appelle les ice rafted debris, qui sont donc des cailloux continentaux transportés par les icebergs. Donc, pendant ces événements de Heinrich, nous avons des débâcles d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Et quand ces icebergs fondent, ils ajoutent de l'eau fraîche, donc pas salée, à la surface de l'Atlantique, ce qui a pour effet de réduire fortement la densité des eaux de surface et donc d'affaiblir la formation d'eau profonde. Donc, l'hypothèse est la suivante pour ces événements de Heinrich, et qu'ici, nous sommes dans la dernière période glaciaire avec une grosse calotte laurentide, et ici, un fort courant de Gulf Stream et une formation d'eau profonde dans la mer de Norvège assez forte, ce qui nous donne une force de la North Atlantic Deepwater assez vigoureuse. Et nous sommes ici dans ce qu'on appelle une période interstadiale, une période chaude. Mais nous avons donc ces discharges d'iceberg qui ajoutent de l'eau fraîche et qui arrêtent la circulation océanique dans l'Atlantique Nord. Et nous sommes ici dans ce qu'on appelle un stadial, une période froide, et donc là particulièrement sûrement un événement de Heinrich. Donc, tout d'abord, nous allons voir quelle est la réponse climatique à un arrêt de la formation des eaux profondes dans l'Atlantique Nord. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons utiliser des modèles climatiques pour avoir une estimation de ces changements. Donc, dans ces modèles de climat, nous pouvons ajouter de l'eau fraîche dans l'Atlantique Nord pour arrêter la formation d'eau profonde et voir l'impact climatique. Donc, à gauche, nous avons une estimation des anomalies de température de surface suite à un arrêt de la formation des eaux profondes dans l'Atlantique Nord. Et nous voyons que quand nous faisons ça, nous avons une très forte réduction du transfert océanique méridional de chaleur dans l'Atlantique, ce qui induit un très fort refroidissement dans tout l'Atlantique Nord, ainsi qu'une avancée de la glace de mer assez significative. Mais vu que nous avons changé le transport méridional océanique dans l'Atlantique, il y a plus de chaleur qui peut rester dans l'Atlantique Sud et nous avons donc un réchauffement dans l'Atlantique Sud et aussi dans l'océan austral. Ceci est aussi associé à un recul de la glace de mer dans l'océan austral et à des conditions plus chaudes dans l'Antarctique. Nous avons donc une empreinte assez typique de ces événements de Heinrich avec une asymétrie méridionale des températures, donc un refroidissement au nord, un réchauffement au sud, qui est appelé normalement la bipolar seesaw.
Donc, ces changements de température, et particulièrement ces changements de gradient de température, emmènent des changements de circulation atmosphérique et particulièrement un déplacement vers le sud de la zone de convergence intertropicale. Donc, la zone de convergence intertropicale est généralement autour de l'équateur, un peu plus déplacée au nord de l'équateur en été. Et cette zone représente la zone maximale de précipitation. Donc, durant ces événements de Heinrich, dû au refroidissement au nord, nous avons un déplacement donc, au sud, ce qui induit des conditions beaucoup plus sèches dans la zone tropicale nord. Au contraire, dans la zone tropicale sud, il y a des conditions beaucoup plus humides, donc une augmentation des précipitations. Mais bien sûr, quel est l'impact des événements de Heinrich sur le CO2? Repartons à notre question principale. Et ici, nous voyons des enregistrements pendant la dernière période glaciaire, donc ici de 60 000 à 25 000 ans. Et en haut, ici, nous avons une proxy qui est le Protactinium thorium, qui vient de la Bermuda Rise, donc dans l'Atlantique, à assez basse latitude, et qui donne une estimation de ces changements de circulation globale. Donc, quand le protactinium de thorium augmente, ici, jusqu'au production ratio, cela veut dire que la circulation océanique était sûrement très affaiblie. Donc ici, par exemple, encore à peu près 40 000 ans, nous voyons l'événement de Heinrich IV, avec une forte réduction de la circulation océanique, des conditions très froides au Groenland, et nous voyons ici une estimation des changements en concentration de dioxyde de carbone qui vient des carottes de glace de l'Antarctique. Et nous voyons une augmentation en dioxyde de carbone d'environ 20 ppm. Cette augmentation en dioxyde de carbone pendant ces événements de Heinrich est aussi vue plus ou moins pendant Heinrich V, ici à peu près 47 000 ans, même s'il peut y avoir certains problèmes de datation dont on n'est pas très sûr, et aussi pendant cet événement ici, Heinrich V-A. Alors, je sais que cet après-midi, vous aurez une présentation sur la simulation des cycles du carbone, mais nous pouvons aussi utiliser donc encore les modèles biochimiques pour avoir une estimation de l'impact sur le cycle du carbone océanique de cet arrêt des eaux profondes dans l'Atlantique Nord. Donc, c'est ce qui a été fait ici, et nous voyons des anomalies en carbone inorganique dissous dans l'Atlantique suite à un arrêt de la circulation océanique. Et nous voyons très clairement une augmentation du carbone dans l'Atlantique Nord, particulièrement à l'endroit où il y avait donc les North Atlantic Deepwater. Ce carbone, donc cette augmentation donc, du carbone inorganique dissous dans la plupart de l'Atlantique aurait pour effet de décroître la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contrairement à ce que nous voyons dans les carottes de glace. Et pour venir donc à ce carbone, cette augmentation de carbone dans l'Atlantique, c'est principalement de ce qu'on appelle du carbone reminéralisé. Ce que nous voyons ici aussi en voyant les anomalies en phosphate, donc phosphate qui est un des principaux nutriments, nous pouvons calculer le phosphate donc, qui a été reminéralisé. Et de même, nous voyons donc cette forte augmentation du phosphate reminéralisé dans l'Atlantique Nord pendant ces événements, ce qui nous dit que c'est surtout une accumulation de carbone reminéralisé due au ralentissement de cette circulation océanique. Mais maintenant, nous pouvons regarder les autres bassins, et principalement le Pacifique et aussi l'océan austral. Donc, nous voyons que bien qu'il y ait une augmentation de carbone dans l'Atlantique, il y a une forte baisse du carbone dans le Pacifique. Donc, dans cette simulation, ceci est dû à une augmentation de la ventilation, donc de la circulation dans le Pacifique Nord,
mais il y a aussi une augmentation de la formation des eaux profondes sur la marge antarctique. C'est-à-dire que les Antarctic Bottom Waters sont plus fortes et peuvent donc ventiler beaucoup mieux le Pacifique et donc décroître la concentration en carbone inorganique dissous dans le Pacifique. Et donc cette baisse du carbone inorganique dissous dans le Pacifique peut donc expliquer cette augmentation du dioxyde de carbone par un transfert de carbone de l'océan vers l'atmosphère au niveau de l'océan austral. De même, nous pouvons voir cet effet-là dans la concentration en phosphate reminéralisé, où nous voyons de même qu'une forte baisse de ce phosphate reminéralisé dans le Pacifique. Alors, vu que nous pouvons voir le phosphate reminéralisé, nous pouvons aussi voir ce qu'on appelle le phosphate préformé. Donc, si nous ajoutons le phosphate reminéralisé et le phosphate préformé, nous avons le phosphate total, la concentration en phosphate totale. Et donc, ce phosphate préformé augmente dans l'Atlantique, mais aussi augmente dans l'océan austral. Et ceci montre en fait une baisse de l'utilisation du phosphate à la surface et donc montre une baisse de l'efficacité de la pompe biologique qui aussi peut expliquer une augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc, ce graphe résume un peu tous les changements climatiques et du cycle du carbone que nous avons vus suite à un arrêt de la formation des eaux profondes dans l'Atlantique Nord. Donc ici, nous avons un arrêt des eaux profondes dans l'Atlantique Nord dû à une débâcle d'iceberg. Ceci réduit donc le Gulf Stream et engendre un fort refroidissement au nord de l'Atlantique et une avancée de la glace de mer. Nous avons aussi donc une forte réduction du transport d'eau profonde de l'Atlantique Nord vers le sud, ce qui induit une forte augmentation de la concentration en carbone inorganique dissous dans l'Atlantique Nord. Mais ces changements climatiques engendrent donc des changements de la circulation atmosphérique avec un déplacement vers le sud de la zone de convergence intertropicale. Et nous pensons, alors ça je n'en ai pas encore parlé, mais nous pensons que ces changements atmosphériques amènent à des changements de vent d'ouest sur l'océan austral. Et principalement, nous pensons qu'il y a un renforcement des vents d'ouest sur l'océan austral qui amène à une augmentation de la formation des eaux profondes sur la marge continentale antarctique et à un outgassing, donc à un transfert de carbone de l'océan austral vers l'atmosphère. Donc, nous allons maintenant regarder d'un peu plus près la circulation océanique dans l'océan austral et l'impact de ces vents d'ouest sur l'océan austral sur le cycle du carbone. Donc, ce schéma montre une coupe dans l'océan austral avec à gauche l'Antarctique et nous avons donc la latitude et la profondeur. Et nous voyons ici ces forts vents d'ouest qui soufflent toute l'année d'ailleurs sur l'océan austral. Ces vents d'ouest créent une divergence, c'est-à-dire qu'ils créent un transport vers le nord, un transport d'Ekman ici, et ce qui permet aux eaux profondes de remonter à la surface. Alors ici, nous voyons une coupe encore de l'océan austral avec la latitude et la profondeur et la concentration en carbone inorganique dissous. Donc nous voyons très bien que la concentration en carbone inorganique dissous est beaucoup plus importante en profondeur qu'à la surface. Et donc ces forts vents d'ouest soufflent sur l'océan austral et créent cet upwelling, donc ce transfert d'eau profonde vers la surface. Et ceci a pour effet donc d'engendrer un flux de carbone de l'océan vers l'atmosphère. Donc ce graphe montre le flux de carbone qu'on pourrait avoir dans l'océan austral
pendant la période pré-industrielle. Donc ici, si la concentration en dioxyde de carbone était à peu près 280 ppm, nous aurions un flux de carbone de l'océan vers l'atmosphère dans l'océan austral. Je vous montrerai dans un instant que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que notre concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est beaucoup plus haute que 280 ppm. Mais donc la question que nous posons maintenant est quel est l'impact donc d'un renforcement des vents sur l'océan austral. Donc pareil, nous pouvons faire donc des simulations numériques où nous augmentons artificiellement la force des vents d'ouest sur l'océan austral. Donc ici, par exemple, nous avons pris un modèle numérique d'océan et de cycle du carbone et nous avons augmenté la force des vents d'ouest sur l'océan austral d'à peu près 20%. C'est un modèle à assez haute résolution, du coup, nous ne l'avons pas fait tourner pendant longtemps, nous avons juste 50 ans ici d'années modèle. Mais ce que nous voyons très bien, c'est que si nous augmentons la force des vents d'ouest sur l'océan austral, nous avons une augmentation du transfert de carbone de l'océan vers l'atmosphère. Et ici, nous voyons la concentration en carbone inorganique dissous à 1000 mètres de profondeur et nous voyons une forte décroissance de ce carbone due donc à la ventilation. Nous avons donc un transfert de carbone de l'océan intermédiaire et profond vers l'atmosphère. Et pareil, ici, nous pouvons voir ce qui se passe en profondeur, donc à 4000 mètres de profondeur. Nous pouvons voir une augmentation de la formation de ces eaux profondes sur la marge antarctique qui permettent donc de décroître la concentration en carbone inorganique dissous en profondeur. Nous pouvons voir que ça commence ici dans la mer de Weddell, là où les eaux profondes sont formées, mais que cela se propage assez rapidement. Donc, gardez en tête que je vous montre seulement 50 ans, ce qui est très rapide. Cela se propage assez rapidement dans l'Atlantique et aussi dans tout le Pacifique ici. Donc, si nous résumons, si nous avons la circulation thermohaline faiblie, nous aurons une augmentation de carbone dissous dans l'Atlantique Nord, ce qui pourrait amener à une décroissance du CO2 atmosphérique, tout en prenant en compte, attention ici, une grosse condition qui est que ceci est vrai seulement si les concentrations en dioxyde de carbone sont naturelles, c'est-à-dire à moins de 300 ppm. Je vais vous montrer dans un instant que ça peut être différent pour aujourd'hui et pour le futur. Mais donc, cette circulation thermohaline faiblit, ce qui nous emmène à une augmentation du gradient de température entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, un déplacement au sud de la zone de convergence intertropicale, un renforcement des vents d'ouest sur l'océan austral et une augmentation du dioxyde de carbone. Donc, à la fin, c'est vraiment cette augmentation du dioxyde de carbone qui gagne, si on veut. Donc maintenant, juste pour finir, je voudrais donc juste ramener ceci au futur et au présent d'ailleurs, en vous montrant, donc cette carte montre l'absorption du carbone anthropique, donc seulement le carbone anthropique dans l'océan en 2017. Et ce qui est en vert montre une absorption de carbone par l'océan, et ce qui est en violet montre encore l'océan qui rejette du carbone vers l'atmosphère. Et nous voyons que l'océan austral a absorbé à peu près 40% du carbone anthropique seulement dans l'océan. Donc il veut pour 40% des absorptions du carbone anthropique par l'océan. Donc il est très important, l'océan austral est donc très important pour l'absorption du carbone anthropique. Mais seulement depuis les 20 dernières années, les vents d'ouest sur l'océan austral ont augmenté et se sont déplacés un peu vers le sud, ce qui a eu pour effet de réduire un peu donc, ce puits de carbone dans l'océan austral. Et il est projeté que ces vents d'ouest sur l'océan austral continuent d'augmenter et
continue de se déplacer vers le sud au cours du XXIe siècle. Donc, si de même, nous regardons encore donc, ce qui se passe quand nous renforçons les vents d'ouest sur l'océan austral au niveau des flux de carbone, nous voyons, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une augmentation donc, du flux de carbone de l'océan vers l'atmosphère pour ce qui est du carbone, ce que nous appelons naturel, donc avec une concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère à 280 ppm. Par contre, nous avons une petite augmentation du puits de carbone anthropique. Et nous pouvons faire plusieurs simulations pour regarder donc, quel est l'effet de l'augmentation des vents d'ouest sur l'océan austral sur le cycle du carbone. Ici, nous avons la force des vents d'ouest qui augmentent sur l'océan austral et ici, les flux de carbone entre l'océan et l'atmosphère. Ici, pour le flux naturel, c'est-à-dire qu'au plus les vents d'ouest augmentent sur l'océan austral, au plus il y a un transfert de carbone naturel de l'océan vers l'atmosphère, ce qui est un peu compensé par les flux anthropiques. C'est-à-dire qu'au plus nous augmentons les vents, au plus on peut absorber du carbone anthropique. Mais ce qui est important, c'est la ligne rouge, c'est le total, c'est-à-dire c'est ce qui nous importe à la fin. Nous voyons que quand les vents d'ouest sur l'océan austral augmentent, eh bien, la capacité de l'océan austral à absorber le carbone diminue. D'accord ? Ça veut dire qu'en total, moins de carbone est absorbé par l'océan austral. Donc, pour conclure, je dirais que la circulation océanique affecte le climat et le cycle du carbone. Et donc, pour les changements climatiques passés, un affaiblissement de la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord aurait pu amener à une baisse du CO2 atmosphérique. Seulement, si ça s'est compensé par un renforcement des vents d'ouest sur l'océan austral, qui augmente le transfert d'eau profonde vers la surface et donc le transfert de carbone océanique vers l'atmosphère, nous avons une hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour les changements climatiques futurs, c'est un peu plus compliqué et un affaiblissement de la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord aurait sûrement pour effet de baisser aussi l'absorption du carbone anthropique dans l'Atlantique Nord. Pour ce qui est des renforcements des vents sur l'océan austral, alors il est très, très probable qu'il y aurait une baisse d'absorption du carbone total. Voilà. Merci bien.